Comment l'histoire a commencé? L'histoire a commencé sur une simple ressemblance d'écriture, et puis pas plus que ça, mais comme la presse était mêlée, alors il n'y avait pas le choix et le gouvernement était obligé de faire le procès. Et comme le procès, finalement, il allait arriver vers une libération, puisqu'il n'y avait pas de preuves, alors ils ont exigé des preuves et ils en ont fabriqué. Quand je dis ils, c'est tout le monde est compromis dans l'affaire, c'est-à-dire le gouvernement d'abord, même si le ministre fait semblant de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé, sans doute que lui ne savait pas trop, mais enfin c'est lui qui a exigé des preuves. L'état-major, compromis complètement, le chef d'état-major, le sous-chef d'état-major, et surtout celui qui a fait les preuves. Il les a écrites de sa propre main, qui les a fabriquées, le commandant Henry du bureau des statistiques. C'est lui qui a écrit les faux. Et ces faux ont été donc donnés dans le délibéré des juges militaires, qui ont donc décidé à l'unanimité la condamnation à la dégradation et à la déportation, à une lutte du diable. Voilà. Et donc, on s'était arrêté la dernière fois, vous me dites si je me trompe, au départ de Dreyfus pour le Sénégal, et au fait que Mathieu Dreyfus, qui est convaincu qu'il s'agit d'une erreur judiciaire, ne sait plus par où commencer pour essayer de faire ouvrir le dossier. Comment il écrit dans son journal, toutes les portes se fermaient devant moi. Toutes les portes se fermaient devant moi. Il avait des relations, hein, Mathieu Dreyfus. C'était un type qui avait bien réussi, il avait une affaire qui marchait bien, etc. Il avait des relations au niveau politique, au niveau journalistique un peu moins, mais enfin bon, il connaissait des gens. Et personne n'est prêt à l'aider. Donc à part Maître Demange, donc l'avocat, et Forzinetti, donc le directeur de la prison, qui lui dit qu'il croit à l'innocence de son frère. Et il lui donne un nom. Vous vous rappelez? On a fait ça? Le nom? Il y a des refuseurs? Non. Non. Forzinetti lui donne, on l'a pas fait, on l'a pas vu? Forzinetti lui donne un nom. Il lui dit, vous devriez aller consulter. Un médecin. Non, un avocat. Non, ok, d'accord, on l'a pas vu. Alors voilà, à un moment donc, on lui dit, non, Herzl, il apparaît discrètement dans l'affaire parce que Herzl faisait partie des journalistes autrichiens, donc étrangers, qui étaient autorisés à rentrer à l'intérieur de la cour militaire, donc il a assisté au premier rang, il a assisté à la dégradation, et c'est en cela qu'il a un rôle à jouer, on verra après quand on parlera d'Herzl, ça va. Donc, Mathieu, donc Dreyfus, entend que le commandant de la prison, le chef de la prison, directeur de la prison, donc le fameux Forzinetti, il est persuadé de l'innocence de son frère. Alors, comme il n'a plus rien à perdre et que les autres pistes n'avancent pas, il va voir le directeur de la prison. Et il lui dit, il paraît que vous pensez que mon frère est innocent. Il dit, oula, comment je suis persuadé? Il dit, comment vous êtes tellement persuadé? Que moi je le sache, c'est normal, je suis la famille des vous. Il dit, parce que moi, vous pensez bien, j'en ai vu défiler, moi, des coupables et des innocents. Il n'a pas le profil du coupable, votre frère. Et puis il lui raconte donc ses accès de folie, etc., qu'il avait dans la prison, etc. Je vais essayer de mettre. Je ne sais plus comment on fait ça. Et alors, l'autre, il voit que le type est sympa et qu'il rentre en confiance. Alors il lui dit, écoutez, je suis bien embêté, s'il n'a pas, je ne sais pas par où commencer. Si vous étiez à ma place, vous ferez quoi? Et à ce moment-là, Forzinetti lui dit très clairement, il dit, mais je ne comprends pas. Ce que vous avez besoin, vous le savez. Il dit, non, je ne sais pas. Mais si, vous avez besoin d'une opinion publique, vous avez besoin d'une presse qui vous aide. Il dit, la presse, vous avez vu la presse en ce moment? Ils aboient tous, avec les loups. La presse en ce moment, mais c'est les pires. Ils se sont tous rangés pratiquement derrière la libre-parole et derrière les journaux antisémites, etc. De quelle presse vous parlez? Il dit, non, ce que vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui n'a pas peur, qui est prêt à aller à contre-courant et qui est convaincu de l'innocence de votre frère. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pensé à Bernard Lazare. On a parlé de Bernard Lazare? Il me semble qu'on avait parlé, enfin. Bon, comme ça fait longtemps. Il n'a pas été au même cours, là. Voilà, c'est pas un élément qui est mauvais. Pourquoi vous n'alliez pas voir Bernard Lazare? Alors, Dreyfus et Bernard Lazare, mais Bernard Lazare a quel rapport avec nous? Et il lui dit, c'est un des vôtres. C'est un des vôtres. Il vous aidera sûrement. Parce que les goïms, même les meilleurs, sont persuadés qu'il y a une solidarité entre nous, quelque chose de terrible. S'ils savaient, ça non, s'ils savaient. Il ne faut pas leur dire que c'est pas possible. Les goïms sont persuadés qu'on est très solidaires avec les autres. Les juifs.
Les Juifs sont très solidaires. Ouais. Donc, il lui dit, si vous allez voir Lazare, il vous dira sûrement, c'est un des vôtres. Alors, Bernard Lazare. Bernard Lazare, c'est un nom connu, Mathieu le connaît comme tout le monde connaît Bernard Lazare. Bernard Lazare, c'est un type, un juif donc, enfin, un juif, assimilé complètement. Il est né à Nîmes, et comme la plupart des enfants juifs, au bout d'un moment, il voit que Nîmes c'est trop petit pour lui, il va aller à Paris pour faire des études, il veut devenir avocat, bien sûr, comme tout le monde, et ça, comme tout le monde aussi, ça ne lui plaît pas, donc il décide de faire plutôt du journalisme, etc. Et puis, c'est un bonhomme idéaliste, il est ce qu'on appelle anarchiste. Vous connaissez l'anarchie? C'est quoi l'anarchie? C'est Pour la révolution. Mais quel genre de révolution? C'est vrai, Bien sûr. c'est un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement politique, les anarchistes. Ouais. C'est ça. Les anarchistes, c'est des gens. Donc à l'époque, donc fin du 19e siècle, c'était très important comme mouvement. Enfin, très important, parce qu'ils faisaient beaucoup parler d'eux, mais ils n'étaient pas très nombreux. Les anarchistes, c'est des gens qui pensent qu'il faut faire confiance dans le bon sens des gens. On n'a pas besoin de loi. On n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de pouvoir. Le pouvoir, tout pouvoir corrompt. Quand les gens ils ont du pouvoir, ils finissent par s'en servir à mauvais escient. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut arrêter toutes ces lois, il y en a beaucoup trop des lois. Dans un premier temps, il faut arrêter les tribunaux, il faut arrêter la police, il faut arrêter tout ça. Et alors, tu vas me dire, mais les gens, ils vont voler, ils vont tuer. Non, pas du tout. Pas du tout. Les gens, ils savent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et puis si les gens ils veulent faire des choses qui n'est pas bien, il y a toujours le voisin d'à côté qui a censé pris la justice et qui empêchera l'histoire. On n'a pas besoin de toutes ces lois. Au contraire, les lois, on a créé un besoin de loi pour pouvoir assouvir des ambitions, une volonté de pouvoir, et puis regardez ce qui se passe. Après, les gens deviennent des gens qui terminent en prison, parce que voilà, c'est des gens qui sont mal intentionnés. Et alors... Le cannabis. Pardon? Le cannabis, tu dis? Non, c'est ceux qui fument, non? Oui, mais j'ai pas parlé de... Surtout si on est filmé, on n'est pas filmé finalement. Alors on peut y aller tranquille. Non mais j'ai pas parlé de films. J'ai pas pourquoi je parle de cannabis. Non, anarchiste, cannabis. Non, il filmait pas obligatoirement. Je pensais que j'allais dire dans la tête ça. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je me suis très content. Le mot d'ordre des anarchistes, c'est ni foi, ni loi. C'est-à-dire ni foi, ni loi. C'est-à-dire que tu as besoin de croire en quelque chose et tu n'as pas besoin de loi. Alors tant que ça reste une idée, bon vous avez compris que c'est une utopie, c'est une utopie, c'est un truc qui n'est pas réalisable évidemment. Les gens ils ont besoin de loi, comme on dit chez nous, s'il n'y a pas de bedding, s'il n'y a pas de loi, Ish et Treo, Haïm, Belaron, les gens ils se mangeraient les uns les autres. On a besoin de loi et ouais, mais le type il s'arrêterait au feu rouge de toute façon parce qu'il sait que c'est son intérêt, on a besoin d'Afrique derrière, non on a besoin d'Afrique derrière, voilà, enfin bon, donc c'est une utopie. Alors tant que ça reste une utopie, qu'on en parle dans les journaux et qu'on écrit des livres là-dessus, enfin c'est une philosophie, bon, ça va. Sauf que, comme toujours, il y a toujours des gens un petit peu extrêmes et qui décident de passer à l'action. Et les anarchistes, fin du 19e siècle, c'est aussi un mouvement terroriste. C'est-à-dire, il y a parmi les anarchistes des gens qui disent, eh ben, pour que ça marche, cette révolution, il faut qu'on aide un petit peu. Alors ils mettent des explosifs dans des tribunaux, dans des commissariats, etc. Les gens, ils se font arrêter. Ou pas, enfin, souvent ils se font arrêter. Et il y en a qui atterrissent à la prison du Chachniti, la prison de Forzinetti. Donc Forzinetti, il voit les anarchistes chez lui, derrière les barreaux. Or, à chaque fois, il y a Bernard Lazare, qui est devenu un journaliste très célèbre, et qui est anarchiste, et qui vient les voir. Alors lui, il est anarchiste, mais vous comprenez, il n'a jamais dit qu'il fallait faire du terrorisme. Bien sûr, il est anarchiste au niveau des idées, il n'est pas violent, il est même opposé à la violence. Mais enfin, il les comprend. Et alors, quand ils sont arrêtés, ces anarchistes, alors il vient les soutenir, leur dire vous inquiétez pas, vous allez bientôt sortir de tôle, etc. Il sait qu'on va lui en vouloir à cause de ça, mais il s'en fout. Parce que c'est un provocateur. Il écrit bien, il écrit très bien. Et quand on écrit bien, et même si on est un provocateur, on peut tout se permettre pratiquement, c'est, n'oubliez pas, le début de la presse complètement libre, etc., etc. Et donc, il est très connu, Bernard Lazare. Seulement, rien à voir avec le monde de Mathieu Dreyfus, à part le fait que tous les deux c'est des juifs assimilés. Mais à part ça, Mathieu c'est un capitaliste, il a du fric, il est dans le monde des affaires, il connaît plein de gens, etc. Et au contraire, il est pour tout ce qui est loi, establishment, etc. Tandis que l'autre c'est un grand révolutionnaire. Lui, les gens qui ont de l'argent, les banques et tout ça c'est des pourris, tout ça il faut les mettre dehors, etc. Donc, quel rapport entre Bernard Lazare et Mathieu Dreyfus? Et quand Forzinetti lui dit, ce Bernard Lazare il a peur de rien, il a peur de rien, il serait prêt à aller à contre-courant, allez-y, il va vous aider.
Matthieu, il dit, bon, il n'y croit pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, le lendemain de sa rencontre avec Franzinetti, Matthieu, il va voir, chez lui à la maison, il frappe à la porte, il va voir Bernard Lazare. Il s'attend à ce que le type le foute dehors en disant, écoutez, votre histoire de bourgeois militaire contre bourgeois militaire, c'est pas pour moi, moi je suis contre l'armée, je suis contre les bourgeois. Comme ça, il s'attend à être reçu. Il frappe à la porte, il y a Bernard Lazare qui ouvre la porte, et le type lui dit, je suis Mathieu Dreyfus. Et qu'est-ce qu'il dit Bernard Lazare? Entrez, je vous attendais. Entrez, je vous attendais. Vous m'attendez? Ouais, je vous attendais. Entrez. Et alors, Mathieu rentre et Bernard Lazare commence à lui expliquer que depuis le début de l'affaire Dreyfus, il est persuadé, lui, Lazare, qu'il s'agit d'un truc antisémite, mais ça pue antisémitisme. Et si vous saviez, c'est comme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on accusait les Juifs comment on appelle ça, d'empoisonner les puits. Vous savez, quand il y avait des maladies à cause de l'eau qui était chaude, on accusait les Juifs. Et aujourd'hui, on accuse les Juifs de trahir la patrie, c'est la même chose, c'est pareil. Ils montent des affaires, etc. Et l'autre, il leur revient. Mais pourquoi vous dites ça? Ça rien d'antisémitisme, c'est une erreur judiciaire. Il dit, mon pauvre ami, qu'est-ce que vous êtes naïf? Il dit, mais comment vous en êtes sûr? Il dit, mais parce que vous n'avez pas lu les bouquins que j'ai écrits. Il dit, non, moi je vous connais à peine parce que, voilà, comme tout le monde, je lis vos articles, mais de temps en temps, vous voyez. En fait, il ne lit pas les articles de Bernard, de temps en temps. Il dit, non, je parle de mon bouquin. Mais quel bouquin? Mais j'ai écrit un bouquin sur l'antisémitisme. L'antisémitisme, les causes de l'antisémitisme historique. Gros pavé comme ça, qui existe encore aujourd'hui, et qui, en effet, passe en revue les grands trucs antisémites, etc. Parce que Bernard Lazare, il a beau être assimilé, c'est un type que l'antisémitisme, ça l'a toujours épaté, il ne comprend pas d'où ça venait. Donc, il était intéressé de voir pourquoi les gens, ils n'aiment pas les Juifs. Et alors, il a fait des recherches très poussées sur les causes d'antisémitisme. Et quand il voit l'affaire Dreyfus, il l'a su dans les journaux comme tout le monde, pour lui, c'est sûr que c'est encore une affaire antisémitisme. Il est persuadé de ça. Et alors, Dreyfus lui dit, écoutez, je pense que vous vous trompez. Et l'autre, il lui dit, si vous voulez, je me trompe, c'est comme vous voulez, pensez ce que vous voulez. Mais si vous voulez, je peux vous aider. Comment vous pouvez m'aider? Je peux faire mon enquête. J'ai des gens bien placés, je peux faire mon enquête. Je peux essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé, comment ça a commencé, pourquoi. Et après, vous ferez avec les informations ce que vous voulez. Alors, Matthieu, il est un petit peu gêné parce qu'il a peur de ce type il a peur que si on dit que c'est l'antisémitisme, d'abord, il n'y croit pas que c'est l'antisémitisme. En plus, si on le dit ouvertement, il pense que personne n'osera ouvrir un dossier si on accuse l'armée d'être antisémite. Qui c'est qui va ouvrir le dossier? Donc, mais comme il n'a pas d'autre choix, parce que c'est le seul qui est prêt à l'aider, il lui dit, ok, d'accord, faites votre enquête. Il dit, je suis prêt à vous payer. Il dit, ben, c'est parfait, si vous me payez, c'est encore mieux, d'accord, je travaille pour vous. Et depuis ce jour, Bernard Lazare commence une enquête pour Mathieu Dreyfus. Une enquête très poussée. Il arrivera à écrire un petit ouvrage qui s'appelle La vérité sur l'affaire Dreyfus, où il envisage toutes sortes de choses, notamment qu'on a sans doute donné discrètement des preuves qu'on a sans doute falsifiées, parce que sinon on n'explique pas, etc. Il n'a aucune preuve que c'est en effet ça qui s'est passé, mais enfin il imagine que peut-être. Et il montre ces trucs à... Et puis bon, il entend des infos un peu partout quand même. Et il montre son truc au bout de quelques mois à Dreyfus. Et évidemment, le truc qui revient à chaque fois, c'est sa thèse. C'est pas antisémitisme qu'on a cherché Dreyfus parce qu'il y avait un non-juif, etc. Et Matthieu, il lui dit, écoutez, c'est très gentil, continuez à chercher, mais ne publiez pas. C'est trop, non, c'est pas comme ça qu'on va faire les choses. Continuez à chercher, mais ne publiez pas. Bon, et le temps passe. Le temps, ça veut dire les mois, et puis les années. Plus personne ne parle de l'affaire Dreyfus. Matthieu, il est complètement déprimé, bien sûr. Pour vous dire à quel point il est déprimé pendant cette période-là, il y a quelque part, je crois que c'était en Normandie, je ne sais plus, il y a là-bas un médecin qui lui écrit une fois une lettre. Il lui dit, écoutez, on ne se connaît pas, mais je suis sûr que vous serez intéressé par l'histoire que je vais vous raconter. J'ai à la maison une bonne femme qui fait le ménage, et elle prétend qu'elle est extra-lucide. Vous savez, moi j'y crois pas trop, extra-lucide. Mais récemment, elle m'a parlé de votre frère. Je dis, comment ça, elle m'a parlé de mon frère? Je dis, oui, elle a dit qu'elle a vu, tout d'un coup, elle a eu une crise, elle a vu qu'on aurait remis des dossiers, enfin, je sais pas, écoutez, si vous voulez venir, venez, et elle vous expliquera ça mieux que moi. Une extra-lucide. Une extra-lucide, vous comprenez? Lui, le Mathieu Dreyfus, le cartésien comme il est, extra-lucide. Mais comme il n'a pas le choix, il va la voir, il fait le voyage, il va la voir. Et il lui dit, parlez-moi de mon frère, qu'est-ce que vous avez vu? Alors elle dit, j'ai vu que votre frère, il avait du mal
à lire les lettres que sa femme lui envoie, parce que ces lunettes ne sont pas adaptées. Alors le type lui dit bon, mais écoutez, vous êtes gentil, mais c'est gentil, mais je retourne chez moi. Donc il repart, il dit elle est folle, elle est complètement folle, mon frère d'abord il n'a pas de lunettes, il a un lorgnon, il n'a jamais de lunettes, et vous voyez, une semaine après, il reçoit une lettre de Lucie, reçoit une lettre de Fred, elle recevait des lettres une fois tous les mois, tous les 2 mois, etc. Donc elle reçoit une lettre, et Alfred Dreyfus écrit je m'excuse de mal écrire, mais j'ai du problème avec. J'ai cassé mon lorgnon et on m'a donné des lunettes. J'ai pas l'habitude avec ces lunettes, ils sont mal adaptés et je vois mal et c'est pour ça que j'écris mal. Alors tout d'un coup, le type il dit Mathieu, il dit mais c'est exclusif. Elle a raison, je sais pas, elle doit des trucs, je sais pas comment ça se fait, mais elle doit des trucs. Il réécrit au médecin, il lui dit vous avez besoin de votre femme de ménage là, dans les prochaines semaines Non, pourquoi vous la voulez? Il dit oui, j'aimerais bien qu'elle vienne à la maison, je peux la payer. Ce que vous la payez, plus. Il dit d'accord, très bien. Alors il l'envoie et elle reste chez les Dreyfus pendant des mois, parce qu'il se dit peut-être qu'elle aura de nouveau une vision, etc. Vous voyez où est-ce qu'il en est le pauvre vieux. Mais il n'y a rien qui bouge réellement. Il n'y a rien qui bouge. C'est pas avec une extra-lucide qui raconte qu'il y a eu des faux qui ont été faits que tu vas ouvrir un dossier, bien sûr. C'est pas des preuves de ça. Qu'est-ce qui se passe qui va changer le cours de l'affaire? Il se passe quelque chose derrière les coulisses. Et Mathieu, il n'est même pas au courant de ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, c'est à l'intérieur du bureau des statistiques, c'est-à-dire du service de renseignement. Le vieux Sander, qui était le chef du service, il part à la retraite. Et on met à la place, non pas Henri, qui aurait bien voulu être le nouveau chef de la section, mais c'est pas lui qu'on choisit. On choisit un bonhomme, le commandant Picard, alsacien, droit, honnête, une carrière sans faute, et c'est lui qui devient le chef de la section de statistiques. Henri, il n'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il lui a pris sa place. Enfin, c'est des affaires de l'interne. On continue avec la voie ordinaire tout le temps. Rappelez-vous, c'est quoi la voie ordinaire? C'est les paniers, vous savez, du consulat de l'ambassade d'Allemagne. La femme Bastien, là, elle n'arrête pas de prendre des paniers, une fois par semaine, elle donne au truc, ça continue ça, c'est toujours Henri qui prend les... Mais des fois Henri ne peut pas venir, alors c'est Picard qui vient au rendez-vous devant l'église, sur le banc, et la bonne femme qui continue à passer les papiers, etc. Et ce jour-là, c'est Picard qui a le petit sachet avec ce qu'il y a dans la corbeille. Et il rentre chez lui, et puis il commence à s'amuser, à faire le buzz qu'il fait habituellement. Et voilà-t-il pas que il arrive à reconstituer un nouveau document qui lui prouve aussi qu'il y a un deuxième traître. Il y a un deuxième traître. C'est-à-dire qu'une nouvelle affaire commence. Ah, ça devient intéressant. Alors, cette fois-ci, on l'appelle pas ça le bordereau, le petit papier qu'on a trouvé, on l'appelle le petit bleu dans l'affaire. Le petit bleu. Pourquoi le petit bleu? Parce qu'il est bleu. Pourquoi il est bleu? Parce que c'est un télégramme. C'est un télégramme qui a été déchiré. Qui a été déchiré avant d'être envoyé. Alors les télégrammes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un télégramme, de nos jours ça n'existe plus. À l'époque ça existait encore. Les petits messages, on disait, à l'époque il n'y avait pas de SMS et de machin, et de Wi-Fi, etc. Alors quand tu voulais que quelque chose arrive rapidement chez quelqu'un, par exemple un type il est mort, tu lui les condoléances, tu veux pas que ça arrive 2 ans après, avec le courrier, alors tu téléphones à la poste ou tu vas à la poste et tu amènes un télégramme. Un télégramme, chaque lettre coûte, donc il faut faire attention, c'est pour ça que c'est très concis, condoléances attristées, stop, de tout corps avec vous, stop, signé, machin. Ce qu'il y a, c'est que de l'autre côté du télégramme, il y a le nom et l'adresse du type à qui c'était destiné. Or, en reconstituant le télégramme trouvé dans la corbeille, non seulement du premier côté, on voit bien qu'il s'agit d'un traître, c'est-à-dire que le type, l'Allemand, il écrit à un bonhomme qui est censé lui donner des papiers, des documents, c'est-à-dire donc c'est un traître. Et le truc, c'est que de l'autre côté, évidemment, eh bien, on a le nom du traître, tout simplement, et l'adresse. Donc c'est vachement plus intéressant que le bordereau. Le bordereau, il y avait des trucs d'écriture, on ne savait pas qui c'était. Mais lui, on sait. Alors le traître, le nouveau traître, le deuxième traître, il s'appelle Walter Esterhazy. Esterhazy. Commandant Esterhazy, autrichien d'origine. Très louche comme bonhomme. On fait tout de suite une enquête.
Donc Picard commence son enquête. Picard, il est aussi un petit peu antisémite, hein, comme tout le monde là-bas. Mais enfin, il est droit et honnête quand même. Alors il fait une petite enquête, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que le Esterhazy en question, il est criblé de dettes, de jeux. D'abord, il a des maîtresses, il en a une en particulier qui coûte beaucoup d'argent, et donc il est obligé d'avoir de l'argent tout le temps, et il est criblé de dettes, il joue pour avoir de l'argent, il perd régulièrement, donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, le portrait type du traître en puissance, d'autant plus qu'il est autrichien, il n'a jamais vraiment aimé la France, il s'est engagé à l'armée parce que c'était un boulot stable, et tout ça, il est mal noté par ses supérieurs. Voilà. Donc, Esterhazy, le traître classique. Bien sûr, qu'est-ce qu'il fait Picard? Autrichien d'origine, naturalisé français. Qu'est-ce qu'il fait Picard? Il demande il fait son enquête, donc il demande de voir comment est-ce qu'il a été noté par ses supérieurs, il demande de voir comment est-ce que lui, il a répondu à ses supérieurs dans les lettres qu'ils ont échangées, etc. Donc, il sort le dossier Esterhazy. Et puis, comme pour Dreyfus à l'époque, et puis donc, il voit les lettres que Esterhazy a écrites. Et comme c'est un Alsacien, il a une mémoire d'éléphant, c'est-à-dire le type, il se rappelle de tout. Et alors, il voit une lettre, et puis après une autre lettre, puis il se dit, mais cette écriture, ça me dit quelque chose, ça, cette écriture. Mais j'ai vu cette écriture quelque part. Et il commence à réfléchir, puis il se dit, mais je sens que c'est l'écriture de Dreyfus. Et alors, il demande qu'on lui sorte le bordereau. Le bordereau qui est dans les archives, quelque part là-bas, dans la section statistique. On lui sort le bordereau, il compare le bordereau à l'écriture d'Esterhazy, et qu'est-ce qu'il voit? C'est la même écriture. Oui. Et alors qu'est-ce qu'il est en train de se dire tout d'un coup? Picard, il se dit, mais enfin, c'est pas qu'il y a deux traîtres alors, il y en a qu'un. Et celui qui a envoyé à l'île du diable, c'était une erreur. Picard, il était déjà dans le service statistique à l'époque, mais il ne savait pas que Henri avait fait un faux, que le faux lui avait été donné, etc. Il dit, c'est une erreur. Mais c'est une erreur, c'est dramatique ça comme erreur. C'est-à-dire qu'il y a un innocent, bon juif d'accord, enfin quand même, c'est un innocent, il est en train de pourrir là-bas. Il faut faire quelque chose. Je vais en parler à mes supérieurs. C'est un militaire, Picard, il en parle à ses supérieurs avant de faire autre chose. Donc il va parler avec le sous-chef d'état-major, le général Gons. Et voilà ce qu'il dit. Qui? Le général Gons, le sous-chef d'état-major. Et voilà ce que Picard dit à Gons. Comment je le sais? Parce qu'il l'a écrit dans ses mémoires. Alors voilà comment il s'est fait le récit. Donc c'est Picard qui fait le récit de la rencontre avec Gons. Écoutez ça, ça vaut la peine. Mais pourquoi tenez-vous donc tant à ce que Dreyfus s'en aille de l'île du diable? Demande Gons à Picard. Remarquez que je cite ici de mémoire, je ne dis pas que ce sont les mots exacts du général, mais en tout cas c'est la pensée. C'est la pensée. Alors je lui ai répondu, mais il est innocent. Et le général m'a répondu, bah, c'est une affaire qu'on ne peut pas reprendre. Le général Mercier, le ministre de la guerre, le général Saussier sont mêlés à cette affaire. J'ai répondu, mais puisqu'il est innocent. Mais ça ne fait rien, ce ne sont pas des considérations qui leur entrent en ligne de compte. Et d'ailleurs, prenant les choses à un autre point de vue, j'ajoutais à l'adresse du général Gons. Vous voyez bien que la famille Dreyfus travaille en ce moment-ci, qu'elle se livre à des manœuvres. Si elle arrive à découvrir qui est le véritable coupable, quelle sera alors notre situation? C'est alors que le général me dit, si vous ne dites rien, personne ne le saura. Le général Gons a contesté ce dire, mais moi je le maintiens de la façon la plus formelle. Il me l'a dit. Je vous avoue que j'ai été absolument bouleversé. Que je lui ai dit, c'est abominable, mon général. Je n'emporterai pas ce secret dans la tombe. Et j'ai quitté la pièce. Je n'emporterai pas ce secret dans la tombe. Ça veut dire que ma conscience m'interdit de garder ça pour moi, je vais en parler. Qu'est-ce qu'il fait Gons quand il entend ça? Il dit, ouh, ce Picard, c'est du danger. Et donc, il décide de le neutraliser. Alors, bon, vous n'allez pas vous imaginer, on n'est pas dans James Bond, il ne va pas le faire sauter, machin. Mais, il ne va pas l'écarteler, mais pour le neutraliser, à l'époque, pour l'empêcher de parler, il y avait un truc qui était, aujourd'hui ça ne marchait pas, mais un truc qui était très facile, on l'envoyait en mission en Tunisie. Quand le type est en Tunisie, la France a des intérêts là-bas, donc quand le type est en Tunisie, il risque pas de... Il n'y a pas de téléphone en Tunisie, à l'époque. Il risque pas de parler avec les gens, de toute façon on va intercepter son courrier, et c'est la meilleure manière d'avoir la paix. Et le lendemain, le type reçoit son ordre de mission, il doit quitter Paris le jour même pour gagner la Tunisie. Il a une mission particulière à faire là-bas. Picard, écœuré, va en Tunisie. Et Gons commence à se sentir mieux. Gons
et Henri, et toute la bande. Sauf que Picard, c'est un Alsacien, têtu. Il est têtu. Alors quand il revient en permission, pour un week-end, 2 mois après, il va voir un copain à lui, un journaliste, il lui dit « J'ai un truc très important à vous dire, mais jurez-moi que vous ne le direz pas, à personne. » Si je ne dois pas le dire, alors c'est pas la peine, moi je suis journaliste, hein, donc si vous ne le dites pas, si vous voulez que je ne le dise pas, c'est pas la peine de le raconter. Il dit non, je vous le raconte, parce qu'il risque de m'arriver quelque chose de grave. Et si jamais il m'arrive quelque chose de grave, alors à ce moment-là, je vous demande de dire tout ce que je vais vous dire maintenant. Ok, d'accord. J'ai votre parole, ma parole d'honneur. Alors très bien. Alors il commence à me raconter l'histoire d'Esterhazy et le fait que Dreyfus est innocent et qu'il est en train de pourrir la ligne du diable. Et que Gons est dans le coup, et qu'il n'emportera pas le secret dans sa tombe. Et donc si jamais il meurt en Tunisie d'un accident, qu'il sache que ce n'est pas un accident, et qu'il raconte l'histoire à qui il veut. Mais il ne faut pas que le type passe son séjour à l'île du diable. Et il repart en Tunisie. Et le journaliste n'arrive pas à dormir le soir. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas te raconter, je ne peux pas te raconter. Mais pourquoi? Je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire. Le lendemain, 2 jours comme ça, il tient le coup. Le 3e jour, il veut soulager sa conscience. Il connaît quelqu'un que la France connaît, et c'est un sénateur. Vous savez ce que c'est les sénateurs? Les sénateurs, c'est plus que les députés. C'est des députés qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui sont là. C'est les sages de la nation, les consultes pour des trucs importants. Et lui, je m'excuse de son nom, qui est un petit peu couché dehors, mais bon, c'est son nom. Il s'appelle Scheurer Kestner. C'est encore un Alsacien, c'est encore un Alsacien, protestant, comme Picard, protestant. Alors, parce que les Alsaciens français, juifs comme non-juifs, beaucoup ont quitté l'Alsace pour aller à Paris, après la guerre de 1870, pour ne pas être sous le contrôle des Allemands. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'est les Allemands qui dominent l'Alsace-Lorraine. Et donc, il y a des gens qui... Mais lui, Scheurer Kestner, en fait, depuis longtemps déjà, il voulait quitter l'Alsace pour faire une carrière politique. Et il a fait une carrière politique irréprochable. Il est déjà âgé, mais tout le monde, même les gens, même ses opposants politiques, reconnaissent que c'est un type formidable, un type droit, on ne peut rien lui reprocher. Voilà, il appartient au parti radical, donc ni complètement à droite, ni complètement à gauche. Et tout le monde l'aime bien. Le journaliste en question, il va voir Scheurer Kestner et il lui dit, écoutez, ça fait 2 jours que je n'arrive pas à dormir. J'ai un truc que je sais de source sûre, mais je ne peux pas le raconter. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, mais moi, je ne peux pas le garder pour moi. Hein. Alors, je vais vous le dire. Et alors, dites-le moi. Non, mais attention, hein, vous me jurez que vous ne le dites pas. Mais je ne peux pas jurer que je ne le dise pas. Si vous voulez que je ne le dise pas, il faut pas le raconter. Non, mais moi, je ne peux pas le garder. Et je vous connais, vous êtes suffisamment intelligent pour trouver, vous trouverez le système, vous trouverez la manière. Ne dites pas ce que je vous dis, mais écoutez-moi. Jurez-le. Écoutez-moi, jurez-le. Alors le type finit par dire, il est tellement curieux de savoir ce qui se passe, il dit bon, ça va, je le jure. Et le bonhomme lui raconte l'histoire. Sur Picard, Esterhazy, Gons. Dreyfus est innocent. Dreyfus est innocent. Mais l'affaire est classée depuis 2 ans. Mais il est innocent. Alors Scheurer Kestner, qui a juré, veut quand même faire quelque chose. Et alors, le lendemain, dans une réunion du Sénat, les sénateurs, ils ont le droit de poser des questions au gouvernement. Ils posent une question ouverte au gouvernement. Et il dit, la question est la suivante. Est-ce que l'enquête qui a été faite à l'époque contre le capitaine Dreyfus a été menée jusqu'au bout? Est-ce que tout a été vérifié? Est-ce qu'on est bien sûr à 100% de l'innocence de la culpabilité du capitaine Dreyfus? La presse entière lui tombe dessus, sans parler de ses opposants politiques. Scheurer Kestner, hypocrite que vous êtes. Si vous savez quelque chose, dites-le. Et si vous ne savez rien, taisez-vous. On n'a pas le droit de donner des allusions comme si le type là-bas était innocent, alors que tout le monde sait qu'il est coupable. C'est la chose est jugée. Et si vous pensez le contraire, vous avez des nouvelles preuves, on est dans un état de droit, dites-les. Et alors il se fait insulter pour la première fois de sa vie
au Sénat, les gens lui disent « Parlez ou taisez-vous » Et à ce moment-là, Sharon Kessler, il dit « Je ne peux pas parler. » Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et alors à ce moment-là, évidemment, il est dans une très mauvaise passe. Là-dessus, Mathieu Dreyfus va le voir dès le lendemain soir, chez lui à la maison. Et Mathieu Dreyfus lui dit « J'ai entendu ce que vous avez dit au Sénat. Donc vous savez que mon frère est innocent. Si vous avez entendu, vous avez aussi entendu que je ne peux rien dire. Oui, mais vous savez que mon frère est innocent. Oui, ça je le sais, votre frère est innocent. Vous en êtes sûr? Oui. Et vous ne pouvez pas me dire pourquoi? Non. Mais vous vous rendez compte qu'à cause de vous, je ne peux pas, et si vous voulez absolument que je dise quelque chose, vous perdez votre temps, rentrez chez vous. Alors écoutez, j'ai une dernière question. Est-ce que vous connaissez le nom du coupable? Ne me le dites pas, mais est-ce que vous connaissez le nom du coupable? Et Sharon Kessler lui dit, oui. Et vous ne me le direz pas? Non. Mais vous connaissez? Oui. Bon, et il s'en va. Il s'en va très déçu, et en même temps avec une lueur d'espoir. Alors, si les choses savent, peut-être que quelque chose... Seulement la presse parle de nouveau de l'affaire Dreyfus, à cause de Sharon Kessler. Ou grâce à Sharon Kessler. Par exemple, il y a un journal qui s'appelle L'Éclair, qui est très proche des lignes militaires, qui vient de recevoir un coup de fil d'un bonhomme militaire qui faisait partie des 3 juges militaires de l'époque de Dreyfus. Il avait gardé un facsimilé, donc une photocopie, du bordereau, parce que je vous ai dit que le bordereau, on l'avait juste montré comme ça à l'avocat, mais on ne lui avait pas donné, bien sûr. Par contre, chacun des juges avait eu le facsimilé du bordereau. Le type, il pensait que ça ne servait à rien, bon, l'affaire était classée, etc. Mais comme tout d'un coup, on reparle de l'affaire Dreyfus dans les journaux, qu'est-ce qu'il dit, le petit juge qui va faire la retraite? Il dit, oh, peut-être que je peux faire de l'argent avec ce petit papier. Ça doit intéresser quelques journalistes, hein, l'affaire Dreyfus. Alors il va voir L'Éclair, un journaliste de L'Éclair, et il dit, ça vous intéresserait le bordereau? Il dit, vous avez un bordereau, vous? J'ai le bordereau. Et bien sûr, ça m'intéresse. Il dit, c'est une question de prix, hein. Et négociation, sauf il prend l'argent et il lui donne le bordereau. Le lendemain, L'Éclair, gros titre. L'Éclair, c'est un journal pro-armé. Donc, la preuve, en exclusivité, la preuve de la culpabilité de Dreyfus, c'est son écriture, voilà le bordereau. Qui c'est qui est très content et qui exulte de cette gaffe monumentale de L'Éclair? C'est bien sûr la famille Dreyfus et Maître Demange. Enfin, on a l'écriture de Dreyfus du bordereau, soi-disant de Dreyfus. Qu'est-ce qu'il fait Alfred? Non, pas Alfred, Mathieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend L'Éclair et il fait ce qui, aujourd'hui, c'est un truc que n'importe quel d'entre nous peut faire, ça coûte pas cher. Tu prends la photo, tu l'agrandis, tu la publies, etc. À l'époque, ça coûtait très cher, mais le côté technique existait déjà. Seulement, il fallait allonger de l'argent, mais lui, il en avait de l'argent, Mathieu. Alors, il prend la photo du bordereau, il l'agrandit, il en fait des posters géants, il en sort comme ça 300, et il les met sur les... Vous savez, quand vous êtes, la plupart d'entre vous sont parisiens, ouais. Ouais. Alors vous savez que sur les bords de Seine, il y a ce qu'on appelle les bouquinistes. C'est-à-dire les types qui ouvrent leur machin, et puis il y a les bouquins qui sortent, puis le soir ils les ferment, et surtout pendant le week-end ça marche beaucoup, ça marche très bien, les touristes ils regardent. Des fois il y a des très bons trucs, d'ailleurs pas cher, etc. Et donc, en tout cas c'est très passant le truc, c'est les bords de Seine, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait Mathieu? Il prend le truc, le panneau avec le bordereau, devant chaque bouquiniste et devant quelques stations de métro, il met le truc et il met en grand, reconnaissez-vous cette écriture? Et en bas, il met son numéro de téléphone. Et il attend de voir si quelqu'un reconnaît l'écriture du bordereau. Ça n'a pas loupé. Il le met jeudi. Et dimanche, il y a un couple qui se balade tranquille sur les bords de Seine. Et le type, il arrive devant le premier truc et il voit ce machin. Et il dit, c'est pas vrai, mais regarde! Alors elle dit, mais regarde quoi? Mais regarde! Je vois rien, je vois rien. Mais regarde, tu ne reconnais pas l'écriture? Mais je sais pas, c'est quoi? C'est du boulot? Mais bien sûr, c'est le boulot. De qui il s'agissait? Il s'agissait du banquier d'Esterhazy. Le banquier d'Esterhazy. Celui qui n'arrête pas de lui écrire, évidemment, toutes les 2 semaines pour lui dire, alors, cette dette que vous avez à la banque, les prêts
qu'on vous a fait et que vous n'avez jamais remboursé, vous allez rembourser un jour, et Esterhazy qui lui répond, ne vous inquiétez pas, je suis sur un grand coup, ça va venir, j'attends une rentrée d'argent dans une semaine, etc., etc. Il en a plein des lettres d'Esterhazy. Il a bien compris depuis longtemps qu'il ne paiera jamais. Il est très énervé contre Esterhazy. Et voilà qu'il reconnaît bien sûr son écriture tout de suite. Il dit alors ça, si je peux faire quelque chose contre cette ordure, il voit le numéro de téléphone et il téléphone. Il dit à qui je parle? Mathieu Dreyfus, pourquoi? Ben c'est à propos de votre truc là. Je connais que lui. Venez tout de suite à la maison. Ou alors je viens vous rejoindre. Où vous voulez? Non, je viens chez vous. Il arrive chez Mathieu et il lui dit alors, il veut dire, votre bonhomme, je le connais très bien, il s'appelle Walter Esterhazy. Il est à l'armée. Et puis si vous voulez son adresse, je vous donne son adresse. Mais bien sûr, je son adresse. Il prend l'adresse. Et la première chose qu'il fait, on est toujours dimanche, dimanche soir, la première chose qu'il fait, il court voir qui? Mathieu, il court voir qui? Scheurer Kester, bien sûr. Il court, on est dimanche soir, il frappe à la porte, il tambourine, Scheurer Kester ouvre la porte. Et il dit alors, je vais vous le dire, moi, comment il s'appelle. Il est couru. Et il lui dit, c'est qui? Il lui dit, Esterhazy. Et l'autre, il fait, oui, avec un gros soulagement. Parce que, un, il est content que l'autre ait trouvé le nom, mais deux, il est content aussi parce qu'il n'a pas été obligé de lui dire. Donc il a été honnête vis-à-vis du serment. Le lendemain, lundi, Lucie Dreyfus écrit une lettre aux autorités juridiques, aux autorités judiciaires, et étant donné les nouveaux développements de l'affaire, sachant que mon mari clame son innocence depuis maintenant 2 ans, et que le véritable traître court toujours, il s'appelle Walter Esterhazy, je demande, vu les éléments nouveaux, de réouvrir l'enquête. On ne parle plus que de l'affaire Dreyfus dans les journaux. 2 ans après ça. Ouais. On ne parle plus que de l'affaire Dreyfus dans les journaux. On en parle, et on en parle, et on en parle, et évidemment, on se dit, est-ce qu'il y aura un procès Esterhazy? Est-ce qu'on va faire un procès? Évidemment que le gouvernement, il n'a évidemment pas l'intention de faire un procès Esterhazy. Alors il veut étouffer l'affaire. Seulement l'affaire ne s'étouffe pas si facilement que ça. D'autant que Bernard Lazare comprend qu'il se passe maintenant des choses importantes. Et alors dès que l'affaire retombe un petit peu, qu'est-ce qu'il fait Bernard Lazare? Il dit à Mathieu, il dit, vous savez ce qu'on va faire? On va sortir notre bouquin. Et Mathieu lui dit, vous savez quoi? C'est le bon moment, allez-y, sortez-le. Envoyez-le à tous les députés, à tous les journalistes, à tous ceux qui comptent sur la place de Paris. Et il dit, ouais, mais fais attention, parce que quand je vais sortir ça, la censure va tout de suite le prendre. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller en Belgique. Là-bas, je vais publier et je vais l'envoyer à tout le monde, cette petite brochure, la vérité sur l'affaire Dreyfus. De la Belgique, il ne risque pas de me faire de censure. Il dit, c'est une bonne idée. Et alors, Bernard Lazare, il dit, et puis j'ai une autre idée. Pour qu'on parle réellement de Dreyfus, 5 colonnes à la une, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire croire que, par exemple, on va faire croire qu'il s'est évadé. Il dit, comment ça, il s'est évadé? Non, il ne s'est pas évadé. On va faire croire qu'il s'est évadé. Comme ça, on ne parlera plus que de lui. Et vous êtes sûr? Bah oui, comme ça, les gens ils vont lire le bouquin que je vais leur envoyer. Il dit, écoutez, faites ce que vous voulez, vous y connaissez mieux en presque moi. Alors il dit, très bien, j'écarte le blanc. Il va en Belgique, il sort son bouquin, et il téléphone à ses copains journalistes en disant, Dreyfus est évadé. Le lendemain, évidemment, à la Chambre des députés, des députés hors d'eux qui posent des questions au gouvernement. Alors, on est incapable, Dreyfus s'est évadé, le traître s'évade de l'île du diable, est-ce qu'on a déjà entendu une chose pareille? Et le ministre qui a lu le journal en allant se rendre à la Chambre des députés a eu le temps de téléphoner à ceux qui sont chargés de surveiller Dreyfus là-bas à l'île du diable pour demander qu'est-ce qui se passe avec Dreyfus? Il paraît qu'il s'est évadé. Les journaux parisiens sont pleins de l'évasion de Dreyfus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais enfin, il ne s'est pas évadé, il est en face de moi, là, je le vois, il est en train de tourner dans la peau. Alors le ministre qui dit, il ne s'est pas évadé, Dreyfus, il ne s'est pas évadé. Le soir même, à cause de ce scandale, les autorités décident que Dreyfus, pour éviter qu'il ne s'évade, il ne pourra plus dormir de manière libre, mais dans sa cellule, on lui attachera les pieds au lit, pour éviter qu'il s'évade. Quand il va prendre ça quelques semaines plus tard, Mathieu, il dira, si j'avais su, j'aurais pas laissé faire un truc pareil. Mais c'est vrai que ça marche très bien, tout le monde parle de l'affaire Dreyfus, il renvoie les trucs à tout le monde, les gens sont obligés de se faire une opinion, et le gouvernement ne peut plus reculer. Il est obligé de faire le procès Esterhazy. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les partisans de Dreyfus qui deviennent de plus en plus importants,
qui réclament le procès d'Esterhazy, c'est également un certain nombre de gens d'extrême droite, des gens qui sont pour l'armée et qui pensent que ce serait une bonne chose de faire la lumière sur cette affaire Dreyfus, qu'on sache une fois pour toutes que Esterhazy, il est innocent et que Dreyfus est coupable. On parle évidemment de ceux qui croient à la culpabilité de Dreyfus. Par contre, ceux qui ne veulent surtout pas le procès Esterhazy, c'est qui? Eh bien, c'est le gouvernement, et puis c'est évidemment les militaires. Mais ils ne veulent pas de procès Esterhazy. Seulement, ils n'ont plus la possibilité de faire marche arrière. Comme avec Dreyfus, ils sont entraînés par la presse et par les hommes politiques de faire le fameux procès Esterhazy. En attendant, la France est divisée. Il y a eu de plus en plus d'intellectuels qui ont pris position. C'est la première fois d'ailleurs que dans une affaire publique, les intellectuels, c'est-à-dire les auteurs dramatiques, les écrivains, etc., ou les scientifiques prennent position dans une affaire pareille. Et il y a ce qu'on appelle pour la première fois des pétitions. Il y a des gens qui signent des pétitions. J'en ai une en face de moi, une pétition. Alors ça s'appelait à l'époque une protestation. Les sous-signés protestent contre la violation contre les mystères, et ils demandent la révision du procès. Signé, alors vous avez Anatole France de l'Académie française, vous avez des gens qui sont des grands écrivains, vous avez évidemment M. Émile Zola. Émile Zola. Parlons d'Émile Zola. Émile Zola, il est, à cette époque-là, au sommet de sa carrière. C'est-à-dire qu'il a terminé son énorme série de bouquins qui s'appelle Les Rougeons Macabres. Là, je fais appel à vos souvenirs de Quatrième. D'accord. Donc, il a terminé Les Rougeons Macabres, la grande saga de ces familles, ces deux familles chrétiennes. Alors, avec les nids, les trucs, les machins, etc. Tout le monde connaît Émile Zola, bien sûr. Bon, il est d'origine italienne, mais ça fait très longtemps qu'il est né en France. Et puis, ces bouquins ont été traduits dans plein de langues. En fait, c'est un porte-parole de la littérature française. La seule chose qu'il n'a pas encore eue, mais il l'aura sûrement, c'est d'entrer à l'Académie française. D'entrer à l'Académie française pour un type comme Zola, c'est la consécration. C'est ce que c'est l'Académie française. C'est ces gens qui sont habillés bizarrement avec des costumes à la Zorro, avec des plumes et des machins, et qui passent leur temps à faire le dictionnaire, des nouveaux mots, des mots, etc. Mais évidemment, c'est très respectable d'être membre de l'Académie française. D'ailleurs, il y a un certain nombre de places qui ne changent jamais, je ne sais plus combien ils sont, comme ça. Et les places en question, elles appartiennent au bonhomme, ce qu'on appelle donc les immortels. Ils appartiennent au bonhomme jusqu'à la mort du type. Quand le type meurt, vient quelqu'un d'autre et nommé à sa place. Quand je dis à sa place, c'est dans tous les sens du terme, il s'assoit sur sa chaise, qui est en fait la chaise qui appartenait avant lui à un tel et à un tel et à un tel. Par exemple, Simone Veil, quand elle a été nommée à l'Académie française, je crois qu'elle s'est assise sur la chaise de Voltaire, ou je ne sais plus, enfin. Et donc, Zola, il va absolument entrer à l'Académie française. C'est le seul honneur qui lui manque, il veut absolument l'avoir avant de finir ses jours. L'affaire Dreyfus arrive et Zola se passionne. Non pas parce qu'il pense que Dreyfus est innocent ou Dreyfus est coupable, il n'en a aucune idée, mais parce que ce qui l'intéresse, lui, en tant que romancier, ce sont les personnages de l'affaire. Et notamment, il écrit un article dans François sur M. Scheurer-Kestner. Ah, le grand Scheurer-Kestner. Que c'est beau de voir quelqu'un qui est tiraillé par la volonté qu'il a de dire quelque chose qu'il croyait être la vérité et la justice de cas, et d'autre part, un mystère qui entoure la possibilité qu'il a de parler, sans doute a-t-il donné sa parole d'homme d'honneur, etc. Et ça, Zola, il en fait tout un article sur le bonhomme extraordinaire, etc. Un autre article qu'il a fait aussi dans le même journal, c'est lorsque il a vu une manifestation antisémite avec des jeunes qui couraient dans les rues de Paris en disant « Ah bah les juifs, mort aux juifs, etc. » Et alors ça l'a énormément choqué. Il n'a aucune idée si Dreyfus est coupable ou s'il est innocent. Mais il ne supporte pas que les gens sortent dans les rues de Paris en criant « Mort aux juifs » et 100 ans après la Révolution française. Alors il écrit un article très virulent, « Lettre ouverte à la jeunesse de France ». Lettre ouverte à la jeunesse. Où cours-tu donc, jeune français? Est-ce que tu veux vraiment qu'on revienne à l'âge des cavernes, où on jugeait les hommes d'après leur origine, etc., etc. Évidemment, ceux qui lisent Zola comprennent qu'il ne supporte pas ce fanatisme qu'on trouve dans les milieux pro-militaires. Et donc, il a une tendance à... Mais enfin, il ne se prononce pas sur le fond de l'affaire. Bernard Lazare, il voit ça tout de suite, et alors il dit, je vais lui parler, moi, Zola, tu vois. Alors il va chez Zola, il lui donne le truc, et lui dit, voilà, vous allez lire ça, mais je vais vous expliquer d'abord ce qu'il y a dedans. Et il commence à lui expliquer l'affaire Dreyfus, vue par Bernard Lazare. Et l'autre, il reste baba. Il lit le machin,
Et évidemment, si sa conviction est faite, Dreyfus est innocent. Et donc, voilà, les articles qu'il écrit dans le journal, c'est des articles pour Dreyfus, à tel point que le directeur du journal lui dit, écoutez Zola, je suis désolé, vous ne pouvez plus écrire chez nous. Comment ça? Non, les lecteurs se désabonnent, ça. Mais c'est pas grave, moi je m'appelle Émile Zola, n'avez pas de moi, j'irai ailleurs. Et donc il quitte le journal, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de journaux qui sont prêts à écouter, à donner une tribune à Émile Zola. Ou alors ils disent à condition que tu ne parles pas de l'affaire Dreyfus. Et Zola refuse. Il y a un journal qui est prêt à le recevoir, c'est l'Aurore. C'est un nouveau journal, dirigé par un certain Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, qui, il faudra parler de lui bien plus tard. Enfin, bien plus tard. Plus tard. C'est lui par Clemenceau. Ouais, c'est lui par Clemenceau. Alors, à l'époque, c'est un homme politique. C'est un homme politique qui a trempé dans certaines affaires et donc il est obligé d'arrêter la politique. Il est devenu donc journaliste. Il dirige donc le fond d'un journal qui s'appelle l'Aurore. Un journal qui se veut libre, où les gens peuvent exprimer leur vérité. Et plus tard, il refera la politique. C'est pour ça qu'il y a un parc Georges Clemenceau, une avenue Clemenceau, parce qu'en fait, il est surtout connu parce que... il est surtout connu pourquoi? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, c'est lui qui va diriger la France, la mener vers la victoire. Le tigre, on l'appelle, Clemenceau. Mais à l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est pas encore le tigre de la Première Guerre mondiale, c'est le directeur du journal L'Aurore, un politicien devenu journaliste, et qui est écouté, mais pas plus que ça. Et il donne à Zola la possibilité de s'exprimer, et l'Aurore devient le journal le plus dreyfusard de France. Zola s'exprime dedans, Peggy, Anatole France, enfin des gens qui, petit à petit, ont été touchés par l'affaire Dreyfus. Le procès Esterhazy s'ouvre. En attendant, Esterhazy est contacté par l'armée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on appelle ça chez nous Avera, Goreret, Avera. Tu fais une faute et après, pour protéger ta faute, tu fais une autre et une autre et une autre. L'armée est tellement compromise, ils veulent tellement pas que Dreyfus sorte de l'île du diable, parce que ça voudrait dire qu'ils ont fait une énorme gaffe, une énorme erreur, qu'ils sont prêts à collaborer avec Esterhazy, le traître, afin que celui-ci ne rentre pas en prison. Et alors ils disent à Esterhazy, ne dites rien, ne faites pas de déclaration à la presse, laissez-nous faire et tout se passera bien. Le procès Esterhazy s'ouvre parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est encore un procès militaire, parce que Esterhazy est militaire, donc il est jugé comme Dreyfus par des juges militaires. Des juges militaires à qui on fait la leçon. Il faut absolument qu'Esterhazy soit innocenté. Sauf que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'ils sont obligés de faire comparaître les témoins. Et les témoins, ils ont des trucs à dire. Par exemple, Picard, il montre le petit bleu. On voit bien, le banquier, il vient témoigner. On voit bien que c'est la même écriture. On voit bien donc qu'il est coupable. Et puis, les maîtresses. Et puis, les dettes de jeu. Et puis, tout ça. Maître Desmanges est absolument tranquille. Il sait que Esterhazy va être condamné. Le jour où Esterhazy sera condamné, on sera bien obligé de ramener Dreyfus pour ouvrir le procès Dreyfus, deuxième procès Dreyfus. Et on attend avec beaucoup de confiance dans les locaux de l'Aurore le verdict, auquel on ne peut pas assister parce que de nouveau c'est un huis clos, il n'y a que l'avocat qui peut être là-bas. Alors il y a là-dedans, dans ces locaux de l'Aurore, il y a Mathieu Dreyfus, il y a Bernard Lazare, il y a Clemenceau, et il y a déjà Jean Jaurès qui vient également, et tous les Dreyfusards qui sont là et qui sont battus et qui attendent que finalement leur lutte soit couronnée de succès. Desmanges arrive, et qu'est-ce qu'il dit? Il annonce que Esterhazy a été innocenté, contre toute attente. C'est évidemment la catastrophe dans les locaux de l'Europe, parce que ça veut dire, si Esterhazy, avec toutes les preuves, a été innocenté, ça veut dire comme si Dreyfus avait été condamné une deuxième fois. Il n'y a plus de possibilité réellement de rouvrir le dossier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir maintenant bien dire pour qu'on puisse rouvrir le dossier? Quand il y a deux procès, ça veut dire que... Ça veut dire que 2 fois il a été condamné. La première fois lui-même, la deuxième fois, la seule piste qu'ils avaient sérieuse, c'est pas avec l'extra-Lucie pour ouvrir le dossier, la seule piste sérieuse qu'ils avaient, c'est que c'était la même écriture et qu'on avait condamné Dreyfus officiellement, que sur un truc d'écriture. Donc si tout le monde dit, si les graphologues disent que c'est lui qui a écrit, il n'y a pas de raison, il fallait le condamner. Si lui il est innocenté, comment vous voulez après qu'on rouvre le dossier Dreyfus? C'est terminé. Dreyfus va finir ses jours à l'île du diable. C'est dans cet état d'esprit-là que les gens de l'Aurore font une tête d'enterrement ce soir-là. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre, et c'est Émile Zola qui rentre. Tiens, on ne s'était pas aperçu qu'il n'était pas là, lui. Mais Zola, où étiez-vous? Dit Clemenceau. J'écrivais. Vous écrivez quoi?
Mais j'écrivais un article. C'est bien le moment d'écrire des articles. Vous avez entendu la nouvelle. Esterhazy est libre. Je dis, ah, mais je l'avais prévu, ça. Ah, vous l'aviez prévu, vous? Mais bien sûr. Vous n'avez pas lu la brochure de Lazare? Ben si. Eh bien alors, vous savez bien que c'était impossible que ce soit autrement. Mais bon, voilà, j'ai écrit un article. Lettre ouverte au président de la République. Je vous le lis. Il est tellement enthousiaste que les gens qui font des têtes d'enterrement de Charbab, ils lui disent, bon, allez, lisez votre article, Zola, lisez votre article. Et il lit l'article. C'est un long article où il reprend l'affaire Dreyfus telle que lui il la comprend, et en fait il la comprend comment? Ben, il la comprend par ce qu'il a lu de Lazare, en fait. Voilà. Et donc il dit voilà ce qui s'est passé, lettre ouverte au président de la République, M. Félix Faure, et il raconte l'affaire. Et puis à la fin, il a ces paragraphes que vous connaissez certainement. Je suis pas d'accord. Et il dit la chose suivante, je vous lis la fin. Nous avons vu la basse presse. Nous avons vu la basse presse en rue, battant monnaie avec les curiosités malsaines, détraquant la foule pour vendre du papier noirci. Nous avons vu plus haut dans l'échelle des journaux populaires, des journaux à 1 sou, ceux qui s'adressent au plus grand nombre, qui font l'opinion de la foule. Nous les avons vu souffler des passions atroces, mener furieusement une campagne de sectaires. Nous avons vu enfin la grande presse, la presse dite sérieuse et honnête, assister à cela avec une impassibilité, j'allais dire une sérénité que je déclare stupéfiante. Ces journaux honnêtes se sont contentés de tout enregistrer avec un soin scrupuleux, la vérité comme le mensonge. Donc d'abord, il tape sur la presse, il tape sur l'armée, etc. Et il termine comme ça. J'accuse le lieutenant-colonel Dupaty-Duclin. Vous vous rappelez Dupaty-Duclin? C'est celui qui avait le bras qui était réussi. J'accuse le lieutenant-colonel Dupaty-Duclin d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux bien le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier, donc ministre de la Guerre, de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés, de s'être rendu coupable du crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique et pour sauver l'état-major corrompu. J'accuse le général de Boisdeffre, chef d'état-major général quand même. J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gons, sous-chef d'état-major, de s'être rendu complice du même crime, l'un sans doute par passion cléricale et l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte, inattaquable. J'accuse le général de Pellieux, le commandant Ravary, d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité dont nous avons dans le rapport du second un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les 3 experts en écriture, les sieurs Bellone, Varina et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, regardez l'humour de Zola, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et dans les Côtes de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et pour couvrir leurs fautes. J'accuse le premier conseil de guerre. Le premier conseil de guerre, c'est celui qui a accusé Dreyfus. J'accuse le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil, celui qui a libéré, innocenté Esterhazy. Le deuxième conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable, en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai contre eux ni rancune, ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises, et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Il termine sa lecture, 10 minutes, ça prend la lecture. Moi j'ai vu que la fin, il termine la lecture. Et là, il y a un silence dans la salle, et tout d'un coup, il y a Clémenceau qui fait... Et tout le monde se met à applaudir Zola pour cet article. Tout le monde sent bien que c'est un article révolutionnaire. En tout cas, c'est la seule manière de réouvrir l'affaire Dreyfus. Par la presse. Par la presse. C'est pas la peine de chercher de nouvelles preuves, il n'y en aura pas. Mais il faut reprendre les anciennes preuves qui sont
bonnes preuves et montrer, mettre, si vous voulez, les gens dans leur faute. Okay. Et donc, on décide 2 décisions le soir même dans les locaux de l'Aurore. Première décision, qu'il faut changer le titre. Alors ça, c'est Clémenceau. Clémenceau, il dit lettre ouverte au président de la République, c'est trop long. Alors, Zola dit, c'est trop long, c'est une lettre ouverte au président de la République. Je dis, ouais, mais c'est trop long. Alors, on va prendre un autre titre. Mais j'ai pas de titre, moi, pour le. Mais si vous en avez un, Zola, vous en avez un. La fin, là, j'accuse. C'est j'accuse le titre. Ah, j'accuse. Ça, c'est un bon titre. Et deuxième décision, on va faire tourner les rotatives toute la nuit. On va sortir, cette fois-ci, l'Aurore à des dizaines de milliers d'exemplaires. On va distribuer gratuitement. Dans l'Aurore de demain, il n'y aura que j'accuse de Zola, pour pas que les autres articles le rendent moins important. Il n'y aura que l'article de Zola, publié des 2 côtés de la page, sur les 5 colonnes. Et puis, on distribue ça gratuitement aux Parisiens demain matin. Et tout le monde dira « j'accuse à Paris ». En province, ça leur prendra plus de temps, mais à Paris, c'est là que ça compte. Et tout le monde dira « j'accuse ». Et le lendemain matin, à 6h du matin, les crieurs, comme on les appelait, on a payé des crieurs particulièrement pour cette journée-là, ils distribuent « lisez, j'accuse, la vérité sur l'affaire Dreyfus, Zola parle, lisez, j'accuse ». Et évidemment, ça provoque exactement ce que Zola pensait, c'est-à-dire qu'il s'expose à un nouveau procès, le 3e procès de l'affaire. Mais cette fois-ci, c'est un procès, s'il a lieu, le procès contre Zola. Ce sera un procès civil, donc ouvert, donc tout le monde pourra assister, tout le monde pourra voir comment est-ce que la justice est rendue. Et là, on verra bien si on peut encore condamner un innocent et innocenter un coupable. J'attends qu'on traduise en justice. Et ça n'arrête pas, bien sûr. De nouveau, les mêmes qui ont exigé le procès Dreyfus, le procès Esterhazy, les mêmes exigent le procès Zola. Il y en a marre de ces juifs qui payent jusque nos écrivains pour pouvoir tirer un des leurs, traître à la patrie. Il y en a marre. Il faut tirer cette affaire au clair une fois pour toutes. Qu'on accuse donc Zola, qu'on le traîne en justice, cet Italien qui n'a jamais été qu'un mauvais Français. Payé par la juiverie internationale. Depuis, Zola est traîné dans la boue, on est avec une tête de cochon, etc., etc. Et évidemment, le gouvernement, de nouveau, il dit, mais enfin, jusqu'à ce qu'on ait réussi à terminer cette affaire une fois pour toutes, voilà qu'on est obligé de la reprendre. À cause de Zola, on ne fera pas de procès Zola. On ne fera pas de procès Zola. Et puis les gens disent, mais il faut faire un procès, on ne va pas laisser l'armée traîner dans la boue. Il a accusé quand même le ministre et le chef d'état-major. On ne peut pas le laisser un truc. Il faut absolument l'accuser. Alors finalement, le gouvernement dit, bon, d'accord, ok, on va faire un procès Zola. Puisque vous le voulez. Mais pas bête. On ne va pas faire un procès sur tout l'article. On va prendre une phrase, celle qu'on pense qu'il n'a aucune preuve de Zola, celle qui dit qu'il y a des pièces secrètes qui ont été données, etc. Et comment il peut le savoir? Il peut juste... Et ça, c'est diffamation. Quand tu annonces un truc pareil et que tu n'as pas de preuve, c'est diffamation. On va le condamner à cause de ça. Et comme ça, on fera le procès Zola et on n'ouvre pas l'affaire Dreyfus. Ouais. Comme vous avez dit, c'est diffamation. Il a été condamné, Bernard Lazare, là, quand il a dit à Mathieu, on va faire genre. Il n'a pas été condamné. C'est très curieux, on n'a pas voulu faire le procès Lazare. Ouais. Mais je veux te dire, ils ne voulaient pas faire des procès. En fait, eux, ils voulaient au contraire étouffer l'affaire. Plus on étouffe l'affaire, mais ils sont contre les procès. Là, ils ne font les procès que lorsqu'on les oblige. Alors, comme le peuple n'avait pas lu Lazare, le peuple il avait lu. Qui avait lu Lazare? Les députés et certains journalistes. Le peuple n'avait pas lu Lazare. Par contre, le Zola, tout le monde l'a lu, donc on ne pouvait pas faire autrement. Et le procès Zola a lieu, c'est pratiquement la guerre civile en France, au moment où le procès Zola a lieu, entre les pros et les anti, entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Il y a la fameuse caricature, ah ça c'est J'accuse. Vous l'avez déjà vu le J'accuse? Enfin, ouais. J'accuse. Le blanc. Bah Je viens de le juste. Ce que je vais vous montrer, c'est le fameux dessin de Cavendish. Le grand caricaturiste de l'époque. On ne voyait pas parce que vous êtes trop loin et clairement pas là. C'est le fameux dessin. En fait, c'est 2 dessins. Le premier dessin, on voit une famille française qui se réunit un dimanche autour de la table dominicale, en famille. Et donc, le chef de famille, il dit surtout, ne parlons pas de l'affaire. Pourquoi? Parce que l'affaire divise les Français jusqu'à l'intérieur des familles. Dans les familles, tu as le frère qui est pour, la soeur qui est contre. Donc, surtout, ne parlons pas de la c'est au dimanche, on va pas...
Et alors, le deuxième dessin, c'est la même chose, mais tu vois, la table, les chaises, toute la bouffe qui est par terre, etc., les gens qui sont les uns sur les autres, et en bas, ils en ont parlé. Et ça représente, bien sûr, c'est un personnage qui représente l'ambiance dans laquelle se déroule le procès de Zola. Zola, quand il arrive aux audiences, il est encadré par un escadron de flics pour pas qu'on le lynche. Il y a des manifestations antisémites à Alger, qui fait partie de la France. Il y a des manifestations antisémites à Alger, il y a un mort, un juif qui a été tué. Il y a des cris, des trucs qu'on n'a jamais vus. C'est plus simplement les excités habituels, mais c'est des gens qui défilent pour, contre, etc. C'est la guerre civile. Et il dira, c'est presque la guerre civile. Charles Péguy est très pro-Dreyfus, il dira, je me demande, juste avant le verdict, il dira, je me demande si j'espère que Zola soit innocenté. Je suis en train de me demander s'il ne vaut pas mieux qu'il soit rendu coupable. Parce que si jamais il est innocenté, qu'est-ce qui va se passer avec la France? Les gens vont se tuer. Les gens vont se tuer dans la rue. Pour vous dire à quel point la situation était très, très tendue. Finalement, Zola, qu'est-ce que vous en pensez? Donc tout le monde comparait. De nouveau, il y a Picard, et trucs, et machin. Tout le monde comparait. Il y a même Esterhazy qui est obligé de comparaître comme témoin. Alors lui, ils disent que ce que l'armée lui demande de dire, c'est-à-dire rien, sauf vive la France, etc. Et on essaie de lui faire parler, il ne dit rien. Bon. Mais bon, les gens ils comparaient, c'est donc le type qui veut voir la vérité, là, il va voir. Les juges, bien sûr, qui va voir. Picard, il n'a pas parlé. Picard part, bien sûr. Tout le monde part. Et puis finalement, Zola condamné ou innocenté? Innocenté. Condamné. Condamné à quoi? Eh bien, condamné à la prison. Ferme. 6 mois, je crois. Je ne sais pas combien, je crois que c'est 6 mois. Là, il y a deux possibilités, Zola. Ou bien il fait appel, ou bien la semaine prochaine, il est condamné sur diffamation parce que le juge il a dit le procès ne parle que de cette phrase. Donc chaque fois qu'on essaie de parler de l'affaire de Dreyfus, il dit on ne parlera pas de l'affaire. Et les gens disent mais on est obligé d'en parler. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parlera pas, on parlera de la phrase de diffamation, on ne parlera pas de l'affaire. Finalement, ils en parlent quand même. Et quand il a donné la justice, il a donné la justice que sur le. Et il a jugé que Zola n'avait pas suffisamment de preuves pour affirmer que le bonhomme il a vraiment donné des trucs illégaux, etc. Donc Zola est condamné. Est-ce qu'il faut faire appel ou pas? Les gens lui disent ça ne sert à rien. S'ils ont réussi, ils t'ont condamné en première instance, ils vont condamner en deuxième instance. Laisse tomber. Alors je fais quoi? Je vais en prison. Alors les copains lui disent à ton âge, tu vas pas te faire le coup, mon vieux. Bah, je fais quoi? Il dit fuis. Comment ça fuit? Bah oui, prends un bateau, va à Londres. Et puis attends que ça se calme, tu reviens après. Et les gens vont dire que je suis à l'âge. De toute façon, les gens qui t'aiment pas, ils disent que tu es à l'âge. Tu es payé par les yeux. Bon, j'ai raison. Alors il prend un bateau, il s'en va. Il va à Londres. Comme ça, il ne fera pas de prison. Mais pendant ce temps, ça continue évidemment. Ça continue au moment où il y a les élections. Et malgré les élections, de quoi est-ce qu'on parle dans ces élections? On parle pour ou contre l'affaire. C'est-à-dire l'affaire, en fait, ne veut pas mourir. L'affaire ne veut pas mourir. On a beau avoir condamné Dreyfus 3 fois, l'affaire ne veut pas mourir. Les gens continuent à faire des pétitions pour et contre, etc. Le gouvernement qui est élu est un gouvernement de droite, très pro-militaire, très anti-Dreyfus. À la tête du gouvernement, il y a un type qui s'appelle Cavagnac. Et Cavagnac, il est persuadé que Dreyfus est coupable. De très bonne foi. Il est persuadé que Dreyfus... Et il ne supporte plus que les gens continuent à dire, alors que la chose a été jugée 3 fois, que les gens continuent à dire que c'est pas vrai. Ça met le désordre dans la France est la risée du monde entier à cause d'une affaire qu'on n'est pas capable d'affirmer. Alors, il demande des preuves. Lui, il sait, comme beaucoup maintenant, il a suivi le procès, il sait bien sûr que des preuves ont été divulguées, même si on ne veut pas l'avouer, pendant le premier procès. Et lui, comme il est ministre, il a le droit de les avoir, les preuves. Et alors, il demande les preuves. Il demande quoi? Il demande les faux Henri. Mais il ne sait pas que c'est des faux. Il fait la grosse bêtise. S'il avait demandé à Gons ou à De Boisdeffre, évidemment, il aurait dit surtout ne fais pas ça. Mais lui, toujours pareil, il a tellement envie de faire taire les Dreyfusards que son premier discours à l'Assemblée nationale en tant que ministre, il dit « Cette affaire Dreyfus nous divise, nous les Français. L'affaire Dreyfus est morte et enterrée. Il faut l'étouffer. Je ne parle pas à tous ceux qui, de manière malhonnête, continuent à prétendre que Dreyfus est innocent. Ceux qui continuent à prétendre alors qu'ils savent la vérité, ceux-là, je n'en parle même pas. Mais je parle à tous ces dizaines de milliers de Français qui se sont laissés convaincre que Dreyfus serait innocent et qui sont eux de bonne foi. C'est à eux que je m'adresse. Et je leur dis, vous ne savez pas de quoi vous parlez, Dreyfus est coupable, et pas à cause d'une similitude d'écriture
mais à cause de véritables preuves qui ont été données au juge, absolument. Ok, c'était une illégalité, mais sur le fond du problème, eh bien Dreyfus est coupable. Et d'ailleurs, ces preuves, les voilà. Non seulement je les ai en main, ces preuves, je vais vous les lire. Et il commence à lire les faux de Henri, il ne s'appelle pas que c'est des faux. Par exemple, il dit, il y en a une, c'est cette canaille de D, et l'autre c'est Dreyfus, etc. Et pour que tout le monde s'en rende compte, je vais demander dès aujourd'hui qu'on affiche les preuves dans toutes les mairies de France, pour que tout citoyen puisse se rendre compte sur quelle base on a réellement accusé Dreyfus. Les militaires s'arrachent les cheveux. Merci, il dit, mais qu'est-ce qu'il est bête. Et évidemment, Picard, le lendemain, écrit un article dans l'Aurore. Les preuves de M. Cavagnac sont des horribles faux. Toute personne sensée peut le trouver tout de suite. Je les connais, ces faux, je vais vous en donner la démonstration. Le premier, etc., je connais ce document, il date de je sais pas quoi, l'autre, j'avais parlé de Dreyfus, on a fait un découpage, un montage. Gros scandale. Il lit Cavagnac, il lit l'article de Picard. Alors le lendemain, il décide d'appeler le chef d'état-major de son bureau. Dans un état de droit, qui c'est qui commande? Le politique ou le militaire? Qui est au service de qui? Le politique, bien sûr. Le politique a été élu par le peuple, c'est lui qui prend les décisions. L'armée est au service des hommes politiques. Le ministre, donc Cavagnac, convoque le chef d'état-major de Boisdeffre. Il n'a pas bougé celui-là, c'est le même que vous l'avez vu depuis le début. Et l'autre, Gons, et au milieu, Henri, accusé par Picard d'avoir fait des faux. Les trois arrivent devant lui dans le bureau. Et Cavagnac, qui regarde Henri dans les yeux, dit, écoutez, commandant, j'ai qu'une question à vous demander, j'ai une question à vous poser, et cette question, je voudrais que vous me répondiez par un mot. Oui ou non? La question est la suivante. Est-ce que les documents que j'ai brandis devant l'Assemblée nationale et devant la France entière, est-ce que ces documents sont des faux? Et est-ce que vous m'avez ridiculisé devant la France entière? Est-ce que c'est vous qui avez fabriqué ça? Henri, il fait... écoutez, les supérieurs voulaient absolument des preuves. Nous étions embêtés, nous n'en avions pas. On a cherché, et Dreyfus... Écoutez, Henri, je vous ai demandé de me répondre par oui ou par non. Je n'ai pas la force d'écouter vos explications. Est-ce que ce sont des faux ou pas? Est-ce que c'est vous qui les avez faits? Et là-dessus, Henri regarde à droite, de Boisdeffre. Alors, de Boisdeffre, il y a le Henri qui est entre les deux. Il regarde à droite de Boisdeffre, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ses chaussures. Du genre, mon vieux, t'es dans la mouise, débrouille-toi tout seul. Hein. Alors, il regarde Gons, et Gons, il regarde ses mêmes chaussures. Et alors, l'autre, il fait oui, ce sont des faux, mais parce que Dreyfus était coupable. C'est des faux. C'est des faux, c'est des faux. Il demande, il avait prévu le coup déjà, il demande à des gens qui étaient déjà dans le bureau de venir arrêter Henri. Il dit, je vous arrête pour faux et usage de faux. Et le type est amené en prison. Et en sortant, il regarde de Boisdeffre et il regarde Gons, il dit, bande de salauds. Bande de salauds. Et puis, on le met en prison. Le lendemain matin, avant même que la presse ne puisse annoncer que Henri est arrêté, le lendemain matin, on le retrouve pendu dans sa cellule. Il s'est pendu tout seul. Pourquoi il s'est pendu? Il a laissé un petit mot sur la table à sa femme. Ma chérie, les salauds m'ont lâché. Je t'aime. Henri. Et voilà. Et voilà comment l'affaire, tout d'un coup, prend un nouveau tournant. En fait, grâce à Zola, les choses sont enchaînées de telle sorte que cette fois-ci, on ne peut plus faire autrement. Le type Cavagnac démissionne, nouvelles élections, etc., etc. Et évidemment, Madame Lucie qui reprend la plume. Devant les nouveaux développements de l'affaire, et étant donné que mon mari, depuis 3 ans, c'est vrai, sur la tête de temps, les journaux juifs, pour la première fois, en parlent, parce que jusqu'à présent, Profil Val, ils n'en parlaient pas ouvertement, mais là, l'univers israélite, c'était la veille de Rosh Hashanah, il titre Une nouvelle année commence, plein de bonnes choses. Et puis il explique que Henri vient de se pendre. Et donc, finalement, on est bien obligé de ramener Dreyfus pour faire un 4e procès. En réalité, il y en a eu d'autres de procès, mais je vous la fais courte parce qu'on ne va pas passer l'année entièrement là-dessus. Mais Picard a eu son procès aussi, etc. En tout cas, procès de Dreyfus. On fixe pour dans un mois le retour du capitaine avec
sauf le nouveau procès de Dreyfus. Et là, c'est la joie, évidemment, dans le camp des Dreyfusards. Enfin, Dreyfus est de retour. Imaginez l'émotion, Dreyfus il revient de l'île du diable, sa femme qui le reçoit, etc. Et il apprend, Dreyfus, ce qu'il ne savait que très vaguement. Il apprend qu'est-ce qui s'est passé dans son absence. Il savait bien sûr qu'il y avait des gens qui l'aidaient, mais il ne les connaissait pas. La première fois qu'il voit Bernard Lazare, la première fois qu'il voit Jean Jaurès qui devient chef du Parti Socialiste, qui depuis quelques mois après, il fait cause pour Dreyfus, contre son parti d'ailleurs. Et il est évidemment très ému de tout ce monde-là, etc. Et il revient donc comparaître devant la justice. La justice qui va juger Dreyfus pour la deuxième fois. Et en fait, pour la quatrième fois. Alors, fin du procès, je vous passe sur le procès et l'ambiance. Enfin, fin du procès, Dreyfus, coupable ou innocent? Coupable. Hein? Ça y est, ça suffit. Alors écoutez ça, Dreyfus est condamné, il est déclaré coupable avec circonstances atténuantes, ce qui veut strictement rien dire, parce que quand tu es un traître, tu n'as jamais de circonstances atténuantes. Rien ne peut justifier le fait que tu as trahi la patrie. Seulement les juges ne voulaient pas d'un côté énerver l'armée, donc il fallait condamner Dreyfus. D'un autre côté, il fallait quand même lui jeter un petit morceau de viande pour les pro-Dreyfusards, et donc circonstances atténuantes. Et évidemment, sa conservation dans le camp de Dreyfus, c'est que Dreyfus est censé retourner à l'île du diable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, après tout ça, il est censé retourner à l'île du diable. Mais on fait dire à Dreyfus, le soir même du verdict, quelqu'un vient lui parler et lui dit: je suis l'envoyé, le secrétaire du président de la République. Le président de la République me prie de vous dire qu'il est prêt à vous accorder la grâce présidentielle. Vous savez ce que c'est la grâce présidentielle? Elle existe encore aujourd'hui. C'est un truc qui date des rois, en fait. Les rois de France et les rois d'Europe, ils avaient la possibilité de gracier quelqu'un qui était condamné si jamais ils avaient envie. Évidemment, c'est contre toute logique dans un pays démocratique, mais la grâce existe toujours, c'est-à-dire pour des cas très 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 particuliers, le président de la République a le droit de gracier, pour sauver par exemple l'ordre public, de gracier un type qui a été condamné. Il a le droit. Et devant l'importance que prend l'affaire Dreyfus, devant le fait que ça devient une affaire internationale, etc., pour calmer les choses, puisque maintenant les anti-Dreyfusards, ils ont eu leur compte, ils ont eu leur dose, on leur a dit que Dreyfus était coupable, ils sont contents, ils exultent et tout le monde est content de ce côté-là, alors pour contenter également les autres, il faudrait simplement que Dreyfus ne retombe pas à l'île du diable. Et donc je suis prêt à accorder la grâce. Le problème, c'est que pour accorder la grâce à un condamné, il faut que le condamné... Il faut que le condamné... Pour pouvoir donner une grâce, il faut d'abord que le type la... Non, presque. C'est-à-dire que le type la demande. Tu ne peux pas donner une grâce à quelqu'un qui n'en fait pas la demande. Or, si Dreyfus demande la grâce, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il est coupable. Et la question est de savoir, est-ce qu'il va le faire ou pas? Et Dreyfus est très embêté, parce que, bon, c'est un héros malgré lui, Dreyfus. Est-ce qu'il a la carrure d'un héros? Il aimerait bien, maintenant qu'il est retourné de l'île du diable, il n'aimerait surtout pas de les retourner, tu comprends? Il aimerait bien rentrer avec sa femme et ses enfants. Oui, mais d'un autre côté, tu te rends compte, si tu demandes la grâce, ça veut dire que tu reconnais que tu es coupable. Alors Dreyfus, sachant tout ce qu'il doit à tous ceux qui sont battus pour lui, il décide de les réunir tous et de leur poser la question. Il leur dit: ce que vous déciderez, mes amis, c'est ce que je ferai. Je ne serai pas là aujourd'hui. Sans vous, c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de prendre la décision. Vous imaginez donc le dilemme des gens. D'un côté, ils sont battus pour un idéal, et de l'autre côté, on va sacrifier Dreyfus, il va retourner à l'île du diable simplement. Alors, qui veut parler? Personne ne veut parler. Alors, Dreyfus, Mathieu, il se tourne vers Bernard Lazare. Bernard, vous en pensez quoi? Et Bernard Lazare regarde Alfred dans les yeux et dit: mon cher Alfred, nous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il pense, Bernard Lazare? Bernard Lazare qui s'est battu pour eux. Bernard Lazare, il regarde Alfred et lui dit: mon cher Alfred, demandez la grâce, qu'on vous l'accorde, et retournez à la maison. Vous avez assez souffert. De toute façon, ils n'en valent pas la peine. Ils n'en valent pas la peine. C'est qui ils? C'est la société française. Alors, le Bernard Lazare, il faut que je vous dise, il est resté le petit anarchiste de l'époque, mais il a beaucoup évolué quand même. C'est-à-dire que Dreyfus, ça lui a changé sa vie. Juste après, il est évolutionniste.
Theodor Herzl, à cause de la loi. Theodor Herzl, il a fondé son mouvement sioniste, et puis au premier congrès, il y a Bernard Lazare qui fait une entrée triomphale, en disant qu'il devient sioniste et qu'il faut un État pour le peuple juif qui a assez souffert. Et tout le monde l'applaudit à Bâle, tout le monde l'applaudit Bernard Lazare. Bon, il a eu le temps donc de devenir sioniste et de laisser un petit peu tomber l'affaire Dreyfus, parce que lui, il aime bien les affaires quand il est seul, quoi, à contre-courant. Mais quand il y a tout le monde à côté, alors quand il a vu qu'il y avait Zola, qu'il y avait Jaurès, qu'il y avait Péguy, etc., il pense ça va pas lui durer son droit, il plus besoin de moi. Et donc, c'est pas qu'il faisait plus rien, mais enfin pratiquement, quoi. Il était allé à l'écart, il avait d'autres combats en tête, c'est le combat pour le peuple juif en général. Il a eu le temps donc, de devenir sioniste, il a eu le temps de claquer la porte du mouvement sioniste très fâché contre Herzl. Pourquoi? Parce qu'au deuxième congrès, au troisième congrès, qu'est-ce qu'il a fait Herzl? Il a osé ouvrir une banque pour la colonisation des restes Israël, qui s'appellera Banque Anglo-Palestine. Finalement, c'est devenu la Banque Leumi, elle existe encore aujourd'hui. Et quand il a vu qu'il crée des banques, le mouvement sioniste crée des banques de capitalistes, alors lui, c'était trop. Il va quand même se battre pour ces gens-là. Écoutez, Herzl, continuez à vous soutenir avec votre mouvement, etc. Mais enfin, comptez plus sur moi pour faire quoi de militant, hein, vous débrouillez tout seul avec vos banquiers. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il est parti s'occuper de causes de juifs persécutés dans le monde. Il voyage de pays en pays, il va en Roumanie, il va en Syrie, il va en Pologne, et dans les endroits où les juifs sont persécutés, et il essaie d'ameuter l'opinion contre les juifs persécutés. C'est son combat jusqu'à la fin de sa vie. Il mourra très jeune lui aussi. Vous avez dit les juifs assimilés? C'est un juif assimilé qui a commencé comme juif assimilé, qui a terminé comme juif, quoi. Il n'a pas mis les filles tous les matins, mais voilà, il fait partie de ces gens qui ont prouvé aux juifs religieux qui n'en venaient pas qu'on pouvait être juif, très profondément, sans pratiquer les mitzvot. C'est un truc qu'ils n'avaient jamais vu. Ils connaissaient le juif qui abandonne tout et qui s'assimile, qui devient chrétien en général, et ils connaissaient le juif qui restait pratiquant. Et le juif qui ressemble à Herzl ou à Bernard Lazare, ça les dépasse. Les rabbins ne comprenaient pas comment c'est possible un truc là. Mais il va s'avérer dans les années, dans les siècles qui vont suivre, que cette manière d'être juif va être partagée par des millions de gens. Il y a des millions de gens qui vont être juifs dans la fierté, la dignité nationale, mais pas dans l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Et Bernard Lazare, c'est un prototype. Voilà. Bon, il est mort à 46 ans, 47 ans, il est mort très jeune aussi, pour une sorte de raison. Voilà, ça c'est la vie de Lazare. En tout cas, Lazare dit à Dreyfus, rentrez chez vous, il ne mérite pas ça. Bon, Dreyfus demande aux autres. Clémenceau, faites ce que vous voulez, Dreyfus. Très froid. Genre, tu sais ce que je pense, mais j'ose pas te le dire. Et puis, bon, les uns après les autres, personne n'ose lui dire ne demande pas la grâce. Alors, ceux qui pensent qu'il ne veut pas demander, ils disent rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dreyfus? Il demande la grâce. Et la grâce est accordée, ben oui, elle est accordée. Donc, il ne retourne pas à lui du diable. Mais, les gens de l'Aurore jurent qu'ils ne laisseront pas tomber l'affaire. Grâce ou pas grâce, on continue à se battre jusqu'à la réhabilitation de Dreyfus. Et en effet, le combat continue. Le combat a continué, ça a pris du temps. Il faut attendre 1906, ça a commencé en 1894, il faut attendre 1906 pour que sous un gouvernement socialiste de Jean Jaurès est Premier ministre, et que on appelait ça à l'époque président du Conseil, il faut que le gouvernement décide de réhabiliter Dreyfus. Réhabiliter, ça veut dire lui redonner son grade, même pas son grade qu'il avait à l'époque, capitaine, mais le grade qu'il aurait eu s'il était resté à l'armée pendant tout ce temps-là. On met les cendres de Zola qui vient de mourir et qui donc n'a pas vu de ses yeux la réhabilitation de Dreyfus, mais on met les cendres de Zola au Panthéon, là on met les grands de la nation française. On veut même faire un buste de Zola, mais il est cassé tout le temps par les antisémites, donc on laisse tomber l'histoire. Et Picard est nommé et renommé donc, dirigeant du service statistique. Enfin, tout le monde, tout est bien qui finit bien. Sauf Esterhazy qui a foutu le corps, on n'arrive pas à mettre le main dessus. Voilà. Ça, c'était la fin de l'affaire Dreyfus, réhabilitation du capitaine. Voilà. En quoi cette affaire a marqué la France, le judaïsme français, le judaïsme mondial? Voilà une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Alors, en quoi est-ce que l'affaire Dreyfus a marqué la France? Beaucoup. L'affaire Dreyfus a beaucoup marqué la France. C'est resté donc un truc
duquel on parle encore aujourd'hui. Il y a un certain nombre de phénomènes qui sont produits pendant l'affaire Dreyfus et qui sont nouveaux et qui vont accompagner la France jusqu'à aujourd'hui, comme, on l'a vu, l'engagement des intellectuels, donc les pétitions pour et contre, comme le rôle de la presse qui est énorme dans l'affaire. La presse joue un rôle énorme pour la première fois et elle va jouer un rôle de plus en plus important dans les affaires qui vont suivre. Et puis également dans cette idée que finalement la France, si elle veut, eh bien elle peut faire plier même les pouvoirs les plus importants, comme le pouvoir de l'armée et le pouvoir de l'Église, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais l'Église évidemment a été bain dans la main avec l'armée contre Dreyfus à l'époque. La Croix, un journal qui existe encore aujourd'hui, était un journal très antisémite, et qui pensait que Dreyfus, même si, comment il disait là-bas, même s'il est innocent, il aurait mérité d'être coupable. Même s'il est innocent, il aurait mérité d'être coupable parce qu'il était juif. Donc, voilà. Donc, et la France donc, joue contre ce qu'ils appellent le cléricalisme, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple, si vous voyez pourquoi la France aujourd'hui est tellement laïque, elle est plus laïque que l'Angleterre. L'Angleterre, les Arabes peuvent se balader avec la burqa, le machin, le truc à l'école, ils s'en foutent complètement les Anglais. Et les Français, la laïcité, c'est une religion, on ne peut pas toucher à la laïcité. Il y a une bonne femme avec Après, bon, comme il y a beaucoup, ils sont obligés de dire bon d'accord, tant pis, mais ça les énerve énormément parce qu'ils savent. Pourquoi? Parce que depuis l'affaire Dreyfus, les catholiques n'ont plus rien à dire sur le choix de société. C'est la séparation totale de l'Église et de l'État. On ne donne plus d'argent aux églises, on ne donne plus d'argent aux religions, on ne paye plus les curés. Les curés, ils avaient à l'époque des domaines entiers qui leur appartenaient, tout ça est nationalisé, ça appartient à la France. Et ça a été une lutte contre le pouvoir de l'Église qui était énorme. Et c'est l'affaire Dreyfus qui, en grande partie, a donné le coup de grâce à l'Église, comme au pouvoir militaire aussi. Donc ça, c'est au niveau de la France. Au niveau de la communauté juive de France, est-ce qu'elle a changé après l'affaire Dreyfus? Réponse, rien. Les Juifs français, ou plutôt les Israélites, les Français de confession israélite, comme on les appelait, ils n'ont pas changé leur manière de voir la France. Ils ont eu très chaud. Ils ont eu très chaud quand ils ont appris qu'on criait mort aux Juifs, ça les a beaucoup choqués. Comment c'est possible? Il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui un malaise, le malaise des Juifs de France, mais très rapidement, ils se sont repris en disant non, la France, la vraie France, c'est la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. La preuve, cela, la preuve, la réhabilitation. Il y a plein de petits enfants juifs, dont l'oncle de ma mère, qui est né à cette époque-là, et qu'on a appelé Émile. Il y a plein d'enfants qui ont été appelés Émile à cause d'Émile Zola de l'époque. Les Français pensaient que Émile Zola représentait la vraie France. Et les autres, les Drummond et machin, c'est pas les vrais Français, c'est des trucs, ça existe. Bon, voilà. Finalement, ils perdent tout le temps, ces gens-là. Ils perdent tout le temps. Et donc, on peut continuer à être israélite français et très assimilé. Et donc, ça n'a pas vraiment changé. Il y a eu, bien sûr, un certain nombre de juifs français qui sont devenus sionistes, mais très. La majorité d'Israéliens continue. Et lorsque, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, la Première Guerre mondiale va éclater, les Juifs français vont être en première ligne, très patriotes. Ils ont crié le jour de la déclaration de la guerre, à Berlin, on va récupérer l'Alsace et la Lorraine, beaucoup plus patriotes que le français moyen, exactement comme le juif allemand était patriote en disant à Paris, et on va garder l'Alsace et la Lorraine. Ça, c'était au niveau du judaïsme français, ça n'a strictement rien changé. D'ailleurs, après Vichy, ça n'a pas changé grand-chose non plus. Si aujourd'hui, les juifs, malgré tout, ce n'est pas les mêmes qu'à l'époque, qui sont fiers d'être juifs et qui se disent il faut envisager autre chose, etc., il faut lutter, etc., les juifs d'aujourd'hui, les juifs de France, quand il se passe ce qui se passe en ce moment, ils réagissent malgré tout, peut-être pas aussi important que ce qu'on aurait important, ils réagissent, c'est pas comme à l'époque, c'est grâce à l'État d'Israël. C'est l'État d'Israël qui a redonné la fierté, la dignité d'être juif. Et c'est pour ça que les juifs aujourd'hui, les juifs qui ont quelque chose dans la tête, eh bien, ils réfléchissent différemment. Mais pour une idée à quel point les juifs sont restés patriotes français après l'affaire Dreyfus, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait Dreyfus le lendemain de sa réhabilitation? Il a réintégré l'armée française. Il a réintégré l'armée française. Et il a dit, l'armée française est digne de louange. C'est elle qui m'a réhabilité. Il a fait la guerre mondiale du côté, donc en tant que je était là-bas. Mais Dreyfus, il y a un type qui a dit, c'était très méchant, André Gide, il a dit, si Dreyfus n'avait pas été Dreyfus, il aurait été anti-Dreyfusard. C'est très méchant. Je ne pense pas que ce soit tellement vrai d'ailleurs.
Mais bon, il y a quelque chose, quoi. La France, l'armée, etc. Ça, c'est le côté judaïsme français. Quant au judaïsme mondial, est-ce que l'histoire du peuple juif a changé à cause de l'affaire Dreyfus? Réponse, et comment? Mais de manière indirecte. Ce n'est pas directement à cause de l'affaire Dreyfus, c'est à cause du fait qu'il y avait un journaliste envoyé par le journal viennois qui a assisté à la dégradation de Dreyfus, et ça lui a tourné la tête, et il n'arrivait pas à dormir, et il a écrit dans la fièvre, les semaines qui ont suivi, il a écrit dans la fièvre, qu'est-ce qu'il dira? Je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire, j'écrivais, j'avais la fièvre, j'écrivais, j'avais la fièvre. Il va écrire un truc qui va devenir l'État juif, Judenstaat, qui va être le manifeste du mouvement qui va lui-même créer, qui s'appellera le mouvement sioniste, et qui a, comme vous le savez, pour le bien comme pour le moins bien, changé de manière définitive l'histoire du peuple d'Israël. L'histoire de Théodore Herzl du mouvement sioniste, on commencera ça la prochaine fois.